Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, c'est l'heure de notre débat à 9h03 sur Sud Radio autour de cette question qu'on vous pose sur Twitter. Le président Macron a dénoncé vendredi l'attaque brutale, je cite, de la Russie en Ukraine et appelle les Français à accepter de payer le prix de la liberté. Qu'en pensez-vous? C'est normal, ça ne nous regarde pas sans avis, ça n'a pas trop bougé depuis 7h du matin et vous n'êtes pas du tout convaincu par ce discours à 94% en considérant que ça ne nous regarde pas. Continuez à poster vos commentaires et on en débat tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. Et pour en débattre, comme d'habitude, on retrouve nos deux éditorialistes, journalistes politiques du dimanche. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence. Ça va bien? Bien. Bien. Très bien. Oh. Bonjour Yoann Gillet. Bonjour Laurence, bonjour Franz-Olivier. Ça va? Bonjour Johan. Ça va bien? Ça va bien. Allez. Alors messieurs, avant d'entamer notre débat, je vous propose de réécouter un extrait du discours du président Macron qui a forcément fait réagir vendredi depuis Bormes, les Mimosas. Je pense aussi à notre Europe et à notre France. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Franz-Olivier Gisbert, le ton, le fond, le choix des mots, le côté légèrement théâtral, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours? Bon, je vais vous dire d'abord, je n'aime pas le ton. Très théâtral, effectivement. En même temps, j'apprécie le fond. Ça rappelle d'ailleurs, toute proportion gardée, le discours de Winston Churchill, vous savez, en 1942, je n'ai rien à vous offrir que du sang, du labeur, des larmes. Ah, carrément, Macron vous fait penser à Churchill? Ouais, vous savez pourquoi? Non, c'est parce que il parlait de la guerre à l'époque, évidemment, Winston Churchill, mais aujourd'hui, encore, il y a la guerre en Europe. Alors, c'est pas une guerre contre nous, mais l'idée, je vous entendais tout à l'heure dire, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça ne nous concerne pas, mais évidemment, ça nous concerne au premier chef. Ça concerne l'Europe, parce qu'après l'Ukraine, demain, ça peut concerner la Pologne, enfin, ça nous concerne tous. Je veux dire, toutes les attitudes de guerre, toutes les attitudes militaristes dans le monde nous concernent. C'est pour ça que je m'étais un peu énervé, j'en suis désolé, parce que je l'adore, contre Yoann Gillet. Vous savez, quand il avait dit que Nancy Pelosi, c'était une sorte de provocation contre la Chine. Non, il faut faire, justement, de toute façon, dans cette affaire, et ça, je suis d'accord sur le fond de son discours, on réussira que si on est fort, et si on donne une image de force, ce qui n'est pas tout à fait le cas, quand on regarde de près où en est l'armée française, où on voit aussi qu'il n'y a pas le début d'une amorce de défense européenne. Bon, évidemment, ça fait de nous des proies. Des proies que... Oui, mais le choix des mots, accepter de payer le prix de la liberté, de nos valeurs, c'est pas anodin quand même. Le prix de la liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter les budgets de la défense. Augmenter les budgets de la défense, ça veut dire diminuer d'autres budgets, parce que on va en finir avec l'argent magique, ça ne peut plus marcher, vous savez très bien. On vient d'avoir une élection présidentielle comme si les caisses étaient pleines et avec des candidats qui n'ont pas cessé de distribuer de l'argent que la France n'a pas. Donc là, aujourd'hui, il faut prendre des mesures, c'est absolument évident. D'ailleurs, je vous signale que l'Allemagne le fait. L'Allemagne est partie vraiment dans une sorte de course au réarmement, mais qui est tout à fait naturelle et normale dans les circonstances actuelles. D'autres pays le font aussi. Nous allons le faire, nous allons commencer à le faire, mais nous allons continuer à le faire. On va laisser un petit peu réagir aussi Yoann Gillet par rapport à ce discours. Écoutez, oui, il faut le prendre dans sa globalité, mais vous avez choisi le bon extrait, je pense, et il allait même encore plus loin. Il disait, et nous rappeler que la France comme nation et comme république n'est jamais un acquis, jamais un droit, mais un legs à transmettre et un combat à savoir mener. Je trouve comme Franz que le ton est jamais bon parce que ça sent la répétition théâtrale et donc le manque d'authenticité. Mais je trouve que le discours était très bon. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les prédateurs sont entrés en Europe. On les voit, ils sont là avec leur tank et leur conservatisme régressif, phallocratique et totalitariste. Et ils ont des alliés en plus. Parce qu'avec eux hurlent l'émeute d'extrême droite à l'intérieur de l'Europe et même à l'intérieur de la France. Et en plus, ces meutes, elles sont de plus en plus fortes parce qu'elles arrivent à avancer masquées. Mais ce ne sont pas les seuls ennemis. Il ne faut pas oublier que
en plus de cet impérialisme russe, nous avons à l'intérieur de notre pays l'intégrisme religieux, notamment l'intégrisme islamiste, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'une guerre ne doit pas en faire oublier une autre, qui nous frappe d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant, cet intégrisme islamiste. Et puis, nous avons même un quatrième adversaire qui là est plus compliqué à combattre. Ce sont les gens qui, au nom d'une pseudo-tolérance, laissent ces intégrismes s'installer au nom de cette tolérance, du moment que cet intégrisme, si je puis dire, est relié à une communauté dite minoritaire. Alors là, c'est plus condamnable dès que ça touche à une communauté minoritaire. Donc, il va nous falloir faire face à la fois potentiellement à un état de guerre qui va nous affecter économiquement, c'est-à-dire un petit peu de sobriété pour tous, mais attention, pour tous, pas que pour les petites gens. C'est-à-dire qu'il faut que les gros aussi se mettent au régime sec. Ouais. Donc de la sobriété dans notre consommation, on consomme trop de toute façon, et mal, il va falloir aussi peut-être se préparer à la guerre au cas où le conflit s'étendrait, et il va falloir se préparer à beaucoup d'exigences intellectuelles, parce qu'il y a des gens qui, de bonne foi, par exemple, essaient de protéger les minorités, mais les minorités qui ne sont pas toujours exemplaires dans leur manière, finalement, de respecter les valeurs de la République, puisqu'il s'agit bien aujourd'hui de préserver la France comme nation, c'est-à-dire dans ses frontières, dans son entité, dans sa souveraineté, et aussi comme valeur républicaine. Il y a un boulot très difficile de discernement et de combat à mener. Alors, en même temps, il y a pas mal de témoignages de nos auditeurs qui nous écrivent que cette allocution est anxiogène, qu'il y a une surdramatisation pour occulter aussi les débats sociaux à venir qui vont arriver. Voilà. Non, je ne suis pas d'accord du tout, parce que justement, c'est le contraire. C'est-à-dire que il nous a beaucoup enfumé, embrouillé ces derniers mois, Emmanuel Macron, bien sûr. Et enfin, on n'a jamais dit la réalité. Et là, il commence à dire la réalité. C'est très bien. Il faut que les autres s'y mettent aussi. Il y a quelques politiques qui ont dit la vérité. Mais là, c'est bien. Il a changé de discours. C'est une sorte de tournant. Vous savez, ça rappelle un peu le discours de la rigueur de la gauche après 2 ans. Bon, là, aujourd'hui, on est aussi, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on est dans une situation économique extrêmement compliquée. On fait comme si tout allait bien, mais enfin, on va peut-être vers une inflation à 15%. Enfin, en tout cas, vous avez des pays en Europe où l'inflation sera dans ces eaux-là, et en France, il est probable peut-être dans 1 an ou 2, enfin, au rythme où ça va, ça peut atteindre des chiffres absolument pharaoniques. D'autre part, vous avez des chiffres qui sont jamais cités, dont on ne parle pas. Par exemple, le déficit du commerce extérieur. 140 milliards en rythme annuel maintenant, si on regarde les chiffres du premier semestre, et ça n'a pas l'air de devoir s'arranger. Et c'est beaucoup plus que jamais, alors que d'ailleurs il y a d'autres pays qui sont toujours bénéficiaires, je pense à l'Allemagne ou même à l'Italie. Donc, nous avons d'énormes chantiers devant nous, et je pense qu'il est temps de regarder la vérité, et puis aussi de regarder l'avenir, et l'avenir, il ne sera pas radieux, vous voyez, parce que effectivement, comme l'a dit Johan, il y a des fous, des prédateurs, des phallocrates, enfin, tous ces militaristes qui veulent faire la guerre, qui font la guerre d'ailleurs sur notre continent, et puis moi, personnellement, c'est vrai que, alors que j'ai toujours pensé le contraire, je suis inquiet de ce qui va se passer du côté de l'Asie avec le militarisme chinois. On se souvient que l'opposition avait reproché à Macron d'utiliser la guerre en Ukraine pour ne pas faire campagne durant la présidentielle. Est-ce que là... C'est tellement important la guerre en Ukraine. On va pas défendre Macron là, mais enfin... non, mais là, il y a une rentrée chaude. On est dans l'inflation. On peut être derrière notre président de la République. On peut être derrière notre président de la République pour ce qui est de la guerre. Le président de la République a raison. Il faut être prêt à payer le prix de la liberté. On n'a rien sans rien. Nous ne sommes pas que des consommateurs. Nous sommes aussi des citoyens en République avec des valeurs à défendre. Et ces valeurs, on ne peut pas les lâcher comme ça. Alors vous me direz, quand ça nous arrange, on les lâche. Oui, on a un travail à faire sur nous-mêmes, mais on ne doit pas s'excuser en permanence. Donc oui, on doit se préparer à payer le prix de la liberté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas seulement les petits, les plus gros aussi. Donc sobriété pour tous. Mais par contre, effectivement, il ne faut pas que le prétexte de la guerre serve à Emmanuel Macron à justifier l'injustifiable dans ses choix économiques et sociaux qu'on a déjà vu à l'œuvre, bien sûr, parce que nous avons un 5e ennemi qui s'appelle aussi le capitalisme insatiable, je dirais, et qui, à mon avis, est sans doute responsable d'une grande partie des succès des 4 autres adversaires que j'ai cités précédemment. Parce que celui qui est toujours plus gourmand s'occupe d'étendre toujours un petit peu plus son influence, que ce soit son influence économique, son influence religieuse pour dominer, quelles que soient finalement ses influences. L'objectif, c'est de s'étendre. Et nous sommes biberonnés au capitalisme expansionniste, que ce soit le capitalisme des idées, le capitalisme économique. Donc il faut absolument que nous soyons dans une sobriété, dans une tolérance, mais pas dans une fausse tolérance, et que nous soyons aussi prêts, nous,
qui sommes, je l'imagine en tout cas, plutôt des pacifistes, se préparer malgré tout à la guerre, parce que tendre la joue ne nous sauvera pas. Très rapidement, voilà, c'est très important. Très rapidement, parce que je pense que ça doit faire réagir François-Olivier Gisbert. Très rapidement, 5e ennemi, capitalisme insatiable, dit Johan Gillet. C'est votre avis aussi ou pas, France, rapidement? Je veux dire, c'est pas le sujet, quoi. Effectivement, non, mais enfin, le capitalisme crée des guerres. C'est le 5e ennemi, mais c'est pas le 5e ennemi, parce qu'on est dedans, on est en plein dedans, il faut le faire évoluer. Enfin, c'est tout ça. On se cherche des ennemis, des nouveaux ennemis, puis on peut en trouver d'autres comme ça. Il va nous dire aussi, Johan, à la fin, l'argent l'ennemi, comme disait Mitterrand au célèbre discours d'Épinay. L'argent comme Dieu, oui. L'argent comme Dieu, oui. Pas l'argent comme moyen. Il faut arrêter. Ce sont quand même des simplifications. Bon, Quand vous voyez que la Russie et les États-Unis vont s'affronter pour pouvoir réussir à ouvrir une nouvelle route vers de nouvelles énergies fossiles et qu'il va y avoir une bataille terrible entre les deux parce que les deux vont revendiquer ces territoires, ça c'est le capitalisme. C'est l'incapacité à s'entendre, à dépasser la notion de frontière, et finalement c'est une compétition, une concurrence à qui bouffera l'autre, ça s'appelle la meute. La meute qui va bouffer l'autre meute. Je suis pas d'accord avec cette vision de la politique ou de l'histoire ou de la géopolitique en bande dessinée, puisque de toute façon en plus le problème des États-Unis... En bande dessinée non mais on est en pleine bande dessinée bien sûr, dans une sorte de volume, un nouveau volume de Tintin. Les choses sont 100 fois plus complexes que ça. C'est vrai que les États-Unis recherchent toujours la voie des énergies fossiles. Bon, simplement, ils en ont beaucoup sur place. Et pour l'instant, ils ne sont pas dans le même état de panique que nous. Quand on voit les importations russes aux États-Unis, on sait très bien que ça ne compte pas du tout, c'est rien du tout, surtout par rapport à ce qui se passe en Allemagne. Ouais. Repassez le texte de ma bulle de bande dessinée dans quelques mois, vous verrez. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, messieurs. Il joue au prophète maintenant. Ah bah oui. Non, ça s'appelle prévoir, c'est le travail du journaliste normalement. C'est pas que regarder vers le passé, c'est être capable de. Il annonce ce qui va se passer. Ben on va voir. Allez, on va voir. Non, j'annonce pas ce qui va se passer. J'essaie d'analyser la société, puis avoir un temps d'avance, c'est pas mal, puisque gouverner, c'est prévoir. Allez, gouverner, c'est prévoir. Messieurs, restez avec nous. Je vous propose qu'on poursuive notre débat dans quelques instants. Sud Radio, il est 9h15. À tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. C'est la suite de notre débat avec les journalistes éditorialistes politiques très en forme, comme d'habitude, de François-Olivier Gisbert et Johan Gillet. Messieurs, je voulais avec vous parler de cette vidéo qui a créé la polémique hier sur les réseaux, montrant des équipes de détenus et surveillants de la prison de Fresnes faisant des courses de karting, inspirées du jeu de Koh-Lanta au profit d'associations, on en parlera. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, va ordonner une enquête administrative. Il a tweeté: la lutte contre la récidive passe par la réinsertion, pas par le karting. Il dénonce des images choquantes. Johan Gillet, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo ou pas. Est-ce que ça vous a choqué? Vraie, fausse polémique ou pas? Ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que je me suis posé en tant que citoyen la question de savoir à quoi servait la prison, ce à quoi je ne sais pas bien répondre. Il y a 3 missions possibles de la prison. Première mission, punir. Punir, c'est-à-dire faire en sorte que la personne se rende compte qu'elle a fait un acte qui est répréhensible et que cet acte répréhensible doit entraîner le fait que la personne ne prenne pas la moindre seconde de plaisir dans un lieu comme par exemple la prison de Fresnes. Deuxième possibilité de mission d'une prison, c'est protéger la société d'un prédateur potentiel, c'est-à-dire qu'on l'isole, on l'enferme pour que la société n'ait plus à subir ce que cette personne nous fait subir. Donc là, c'est pas pour punir la personne, c'est surtout pour protéger la société. Troisième mission possible, un espace évidemment de punition, mais de transition vers une potentielle réinsertion. Pour qu'au lieu de laisser sortir des personnes surexcitées, on ait des personnes qui soient déjà en partie réconciliées d'abord avec elles-mêmes et aussi avec la société, puisque parfois il y a aussi des phénomènes sociaux qui expliquent un certain nombre de délits. Donc je ne sais pas à quoi répondre, c'est à la France, c'est à la République de répondre à cette question sur ce à quoi sert la prison. Ça me rappelle aussi le débat, vous savez, avec Nicolas Sarkozy quand il avait supprimé la police de proximité, parce que je crois que là le karting, il y a eu 2 équipes, une équipe de détenus et une équipe de gardiens de prison qui se sont affrontés à l'intérieur de la cour. Eh bien, ça me fait penser à la police de proximité où on disait qu'elle n'était pas là pour jouer au football avec ce que Sarkozy appelait les délinquants et que la police était là pour interpeller. Je ne sais pas répondre à cette question. Tout dépend de notre vision des choses, sachant qu'il y a une autre entité qui est les familles des victimes, qui effectivement, quand ils voient cela,
doivent bondir. Donc c'est très difficile parce qu'il y a plein de prismes différents. En tout cas, ce que vous dites là, c'est la réaction. Les réactions, ça fait surtout réagir du côté de la droite et l'extrême droite, effectivement. Voilà, vous imaginez les victimes, les familles des victimes. Ça, c'est du côté de Damien Rieu, l'ancien candidat de Reconquête. Regardez le Club Med de Fresnes. Il ne manque plus que le baby-foot. Ça, c'est du côté de Gilbert Collard. Ça vous a choqué ou pas, François-Olivier Gisbert? Je vous parlais vrai, non? Parlons vrai, on est sur Sud Radio, en plus c'est votre genre. Hein. Non, mais justement, on est entre nous. Non, ce qui me choque en France, c'est qu'on vit dans une société irresponsabilité illimitée, sans punition, sans sanction, où les valeurs sont inversées, les victimes sont des coupables, les coupables sont des victimes, où ce sont toujours les policiers, les criminels, etc. Vous savez très bien qu'on marche sur la tête. C'est un peu manichéen, non, ça, non, c'est la solution, la société vers laquelle nous allons, et ça, il faut mettre un terme à ça. Alors cela étant, ça c'est tout à fait un autre phénomène. C'est le problème. Johan a bien défini les missions de la prison. Il y en a plusieurs, et je pense qu'il y en a une quand même qui est la plus importante pour tout le monde, c'est la réinsertion. C'est-à-dire là, dans cette affaire-là, je ne vais pas défendre cette initiative parce que je ne vais pas regarder le dossier de trop près, et puis ça, il y aura une enquête, et puis on verra ce qui. Il y a une enquête en cours. Mais j'ai regardé la vidéo. Bon, je vous signale quand même que aux États-Unis, où les régimes de prison sont assez durs, il y a des concerts assez régulièrement. C'est le célèbre chanteur Johnny Cash qui avait donné là, parce que lui d'ailleurs il a fait un peu de prison, il retournait de temps en temps faire une tournée, chanter. Il y a des très beaux disques d'ailleurs de ce point de vue. Et je ne sais pas moi, que tout le monde tombe sur l'initiative du directeur de la prison de Fresnes qui s'appelle Jimmy Deliste. Ouais. Je sais pas, ça me choque un peu parce que quand on regarde de près cette histoire, ce sont surtout des courtes peines. Qui ont fait du karting, c'est pas des criminels, avec des gens qui n'ont rien à y faire d'ailleurs, qui sont condamnés à plusieurs années de prison. Et donc on est quand même dans un système où il faut essayer. Et on voit bien d'ailleurs, c'est pour recréer du lien social, pour les mettre ensemble, voilà. Donc sachant puis créer une sorte de fraternité aussi avec les autres. C'est ce qu'a dit le directeur de la prison. Comme il y a toujours dans le football, et c'est pour ça que quand on entend le directeur de la prison, bon, on peut aussi l'écouter, quoi. Je pense pas que je pense pas qu'il ne fasse que des bêtises. Et celui qui a organisé ce Koh-Lanta des lycées cités, parce qu'il avait fait ça aussi avec des jeunes et des policiers en juillet dans la ville de Fresnes, lui, il a précisé exactement ce que vous venez de dire, que c'était pour de courtes peines. Il insiste en disant la réinsertion passe par le travail, mais je le cite, nous avons aussi un devoir de ne pas les mettre de côté et de ne surtout pas oublier qu'ils sont des humains comme vous et moi. Au-delà du fait Absolument. que... oui, Johan Gillet. Mais disons qu'il faut les deux, par contre. C'est-à-dire que la réinsertion ne passe pas que par le jeu. C'est sûr, la société, c'est aussi. C'est pas le cas dans une prison, vous le savez très bien. Moi, je visite régulièrement des prisons. On peut pas dire qu'ils jouent toute la journée au karting, quoi. C'est absolument. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais Franz, tu as entendu mon positionnement de tout à l'heure. J'ai dit que j'avais du mal à me positionner sur cette affaire. Donc j'aime bien avoir le temps de réfléchir de temps en temps aussi. J'aime bien pas m'exciter comme sur les réseaux sociaux en 2 secondes pour le plaisir d'avoir le sentiment d'avoir un pouvoir de sentence. Non, moi ça m'intéresse pas. Donc je suis d'accord avec toi à 100%, Franz. Je dis juste par contre que ce qu'il faut, parce que non, on est souvent d'accord avec Francis, juste qu'il aime bien me titiller un peu. Ça, vous aimez vous titiller, c'est pour ça qu'on vous aime bien. Oui, c'est comme ça. Mais la seule chose que je veux dire, c'est que puisque évidemment ce sont des images qui sont en plus visibles, il faut aussi, on est obligé de penser comme ça, il faut aussi penser effectivement aux victimes, aux familles des victimes, et il faut absolument qu'on ait le sentiment que ça participe d'un programme équilibré de réinsertion, et donc il faut aussi que les images, j'ai envie de dire, de travail de ces gens-là, soient aussi mises en avant, pas que les images de jeu. La société a besoin d'être rassurée quand même sur les équilibres qu'on essaie de créer, effectivement, comme le dit Franz, dans une république qui se cherche, qui hésite aujourd'hui entre autorité, générosité, qui trouve plus bien sa place. Donc il faut que les valeurs soient bien redéfinies et que toutes les images soient montrées. Et il faut pas oublier, parce que c'est quand même pas une petite précision, que cette course de karting a permis de recueillir 1 700 € pour des diverses associations, dont Arc-en-Ciel quand même aussi. Arc-en-Ciel, qui est une organisation proche de la police, faut le rappeler. Voilà, bon. Donc non, mais je trouve que on peut partir comme en 40. Je comprends très bien, c'est le tempérament du Pont-Moretti, quoi. Il a le sang chaud, il est parti. Voilà. C'est la com aussi, non? Mais je pense qu'il faut faire l'enquête aussi. Il faut faire l'enquête. Oui. C'est normal qu'il y ait une enquête, et on verra qu'à l'arrivée, c'est une initiative qui. Je sais pas comment vous dire. Moi, je ne peux pas. Je n'arrive pas à être choqué. Voilà. Vous n'arrivez pas à être choqué. Ça me paraît être un mauvais combat. Les vrais combats, vous savez, ce sont, par exemple,
Pourquoi est-ce qu'on a effacé les vidéos du Stade de France, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on a insulté, on a accusé les pauvres supporters du club de Liverpool d'avoir tout saccagé, alors que, au contraire, c'est eux qui étaient les victimes et qui ont été dépouillés par toutes sortes de délinquants. Enfin bref, je pense que pourquoi il y a cette sorte de, comment dire, sur le problème des incendies, vous savez très bien que en France, les pyromanes, c'est vrai, sont pourchassés, mais enfin, les peines ne sont pas considérables. Et puis sur les autoroutes, je pense que s'il y avait des peines un peu plus lourdes pour ces gens-là, il y a moins de gens qui jetteraient leur mégot par la fenêtre. On en voit tout le temps. Voilà, ça vous choque plus. Voilà, okay. Non, c'est vrai. Messieurs, on arrive à la fin de ce débat. Déjà. Mais oui. Bon, François-Olivier Gisbert, vous n'êtes pas là pour notre dernière dimanche prochain, c'est ça? Non, je suis désolé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aime bien me prendre des savons, moi. Bon, on va en trouver un autre. Je prends des vacances dans les vacances. Eh ben, vous avez raison. Et merci, France, de nous avoir accompagnés tout cet été, franchement, pour ces débats du dimanche. Au revoir, France. Allez. Profite bien. Bon week-end à vous et Johan, à dimanche prochain. Allez, à la semaine prochaine. Merci à vous deux. À suivre dans quelques instants la petite félo de l'été avec Vincent Cespedes, Sud Radio. Il est 9h26.